Donc Eric, on en a parlé un petit peu avec Pierre-Marie. On l'a vu aussi pendant les études, sur les études. On se rend compte que les managers qui sont dans des stratégies d'influence douce, je peux te remettre si tu le souhaites la typologie, lorsqu'ils sont en échec dans cette stratégie-là, basculent direct sur une stratégie dure. Donc j'aurais souhaité avoir ton sentiment. Est-ce que tu en as eu l'expérience et est-ce que c'est une approche qui te semble légitime? Est-ce que j'en ai eu l'expérience? C'était pas prévu dans la question. Ça marche, Okay. ce truc? Oui, ça marche. Ouais, donc bonjour. Est-ce que j'en ai eu l'expérience? Mais évidemment, ça fait un petit moment en fait que j'exerce des responsabilités. Et la première expérience que j'ai eue, ça date de mon premier poste de management où, au bout d'un mois, mon patron m'a dit « Écoute, t'es un vrai cobaye, je vais te virer ». C'était ma première expérience de management. Effectivement, je pensais être un gars très intelligent et j'avais une équipe de 15 personnes et j'ai expliqué à tout le monde ce que je devais faire et ce qu'ils devaient faire, forcément. Je les ai mis en réunion, j'ai expliqué et puis je dis maintenant, vous faites. J'avais l'impression d'être un super leader. Au bout d'un mois, j'ai fait me faire virer. Il m'a dit, t'as 15 jours pour te remettre. Et puis voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'en fait, on prend une grande claque, on prend le miroir et puis on se rend compte que le problème n'est pas le pouvoir, le problème est la relation à l'autre. Donc ça, j'ai eu la chance d'avoir un manager comme ça il y a donc 95, hein, ça fait je ne sais pas combien de temps, plus de 20 ans. Et depuis voilà, ça reste. Alors, j'ai 3 ou 4 personnes de l'entreprise de ma boîte dans la salle, donc c'est très gênant de parler de cette question. Ce sera sur YouTube après, t'inquiète pas. Voilà, en train de se marrer là-bas en se disant je vais m'en prendre une tout à l'heure. On a un débat en ce moment dans l'entreprise. Donc pour revenir répondre déjà à la question initialement, la réponse est non, je n'oppose pas les deux. Je pense que le contexte, il est évidemment premier, et pour moi le sujet, c'est pas le pouvoir, le sujet, ce sont les styles de leadership, évidemment. Quel style de leadership on va adopter par rapport à telle ou telle situation? Voilà, c'est la tarte à la crème, mais il y a des situations particulières qui demandent un leadership directif, il y a des situations... Et c'est la plupart du temps le cas, des situations sereines qui demandent un style visionnaire, un style coaching, etc. Donc c'est vraiment le sujet. Donc on pose la question, mais la réponse c'est non, et la réponse c'est on adapte son style de leadership. Et ensuite, le deuxième sujet pour moi, si on veut alimenter le débat, c'est la tarte à la crème aussi, mais bien réelle, de l'évolution des mentalités. Moi, je suis passé de grands groupes de 3000 personnes pendant 20 ans à une petite entreprise de 300 personnes. Avec plutôt des jeunes. Et ça, c'est quand même assez génial, mais c'est assez surprenant. C'est-à-dire que le jeune, il y en a ici, le jeune, le pouvoir, c'est pas son truc. Alors il y en a forcément. Je ne vais pas revenir sur le sujet de l'éducation, mais le pouvoir, c'est pas forcément son truc. Les jeunes, moi, qui sont dans l'entreprise, ce qui les intéresse, c'est explique-moi où on va, explique-moi ce qu'on fait, explique-moi ce que tu attends de moi, et puis me casse pas trop les pieds. Je vais faire le truc. Surtout, viens pas m'emmerder, mais si j'ai besoin de toi, il faut que tu sois là. Et il y a une espèce de relation nouvelle que je trouve très intéressante, qui est un autre style encore de leadership, où il faut apprendre à se détacher complètement et à être un facilitateur. En anglais, le enabler, enfin to enable, c'est vraiment le mot qui va bien. Rendre possible, plus que expliquer qu'on a la sainte parole ou le pouvoir divin qui fait que forcément on a la réponse à tout. Et je trouve que ces jeunes-là aujourd'hui, et qui évidemment diffusent sur les gens d'une autre génération, parce que tout le monde est quand même très intéressé par ce mouvement-là, ces jeunes-là obligent les dirigeants à reprendre le miroir, thème qu'on avait abordé il y a quelques années, et à se remettre dans le questionnement du rapport à l'autre. Et je terminerai là-dessus. Moi, le vrai sujet, in fine, de la question, quand on est dirigeant et qu'on a du pouvoir, c'est est-ce qu'on a un rapport à soi qui est à peu près sain? S'il est à peu près sain, je pense que la question du pouvoir est à peu près résolue, pour peu qu'on ne soit pas trop mal câblé quand même, quoi. Voilà. Merci Eric. Alors Philippe, excuse-moi, la question est l'une des plus dures. Donc je te préviens. Alors selon le contexte et selon les pouvoirs que tu as entre tes mains, à titre personnel ou selon tes différentes expériences, qu'est-ce qui rend le manager vulnérable à en abuser? On le voit dans les usages
pouvoir de nuisance, contexte et qu'est-ce que j'ai comme pouvoir entre les mains qui fait que je risque de dériver et en abuser, ou quel contexte ferait que je peux facilement dériver sur un abus de pouvoir. Monsieur le fondateur du cercle. Alors, je vais vous faire réagir parce que j'ai sur cette question un avis assez tranché. Et pour dire les choses simplement, assez pessimiste. Je crois que, pour répondre très précisément à ta question, que toutes les situations de pouvoir conduisent à l'abus de pouvoir. C'est pas très enthousiasmant, mais ça pose d'ailleurs la question de l'exemplarité du dirigeant, qu'on entend souvent. On entend souvent des gens dire, avec des trémolos dans la voix, il faut que le dirigeant soit exemplaire. Bien sûr que c'est l'idéal d'être exemplaire, mais le problème, c'est qu'on n'y arrive pas. Et on n'y arrive pas parce que le dirigeant, comme tous les autres, d'ailleurs comme tous les hommes, est un être humain avec ses failles et ses forces. D'ailleurs, tu fais allusion à la philosophie tout à l'heure, et c'est Bergson qui dit, je n'ai pas la citation en tête, mais en gros il dit, le leader, c'est celui qui va puiser en lui un certain nombre de ressources pour s'élever au-dessus des autres, et ce faisant, il titille la part d'ombre qui est en lui, et son risque, c'est de descendre plus bas que les autres. Et les deux vont de pair, c'est-à-dire le pouvoir vous permet à la fois de vous sublimer, heureusement, de faire de grandes choses, mais il vous amène aussi, le plus souvent, à faire des choses négatives ou perverses. Donc, toutes les situations de pouvoir conduisent plus ou moins à des abus de pouvoir. Alors, bien sûr, il y a toute une échelle, parce que n'ayons pas en tête un tableau trop noir, mais ça commence par une incompréhension des autres. Ça se poursuit par une incapacité à accepter leur opinion. Ça peut aller graduellement vers un rejet de toute opposition, à nos propres positions. Et puis, toujours dans cette échelle, ça peut aller jusqu'à la perversion, à une forme d'harcèlement. Le harcèlement moral, le harcèlement physique, le harcèlement sexuel, dont on parle beaucoup. Le harcèlement sexuel, il est toujours dans une relation dominant-dominé, dans une relation de pouvoir. Donc, et puis ça peut aller jusqu'à la corruption et jusqu'à des choses qui sont la cupidité, etc. Donc le pouvoir nous amène à titiller la mauvaise part de nous-mêmes et donc à être assez facilement dans des situations d'abus de pouvoir. Alors, c'est une vision pessimiste, mais il y a quand même et je vous rassure, il y a quand même une antidote et il y a quand même des solutions à ça. Et la solution que je vois, c'est si l'homme n'est pas exemplaire, l'organisation ou l'institution peut l'être. Et c'est là qu'on arrive à la notion que Montesquieu d'ailleurs nous rappelait il y a déjà 3 siècles, de séparation des pouvoirs ou de contre-pouvoir. C'est-à-dire que si l'homme n'est pas vertueux naturellement, il peut être dans une organisation qui est vertueuse. Et appliquer à l'entreprise des contre-pouvoirs ou des séparations de pouvoirs, c'est d'abord ce qu'on appelle des administrateurs indépendants, réellement indépendants dans les conseils d'administration. Ça peut être des syndicats, bien sûr, qui soient forts et soucieux des enjeux, parce que les deux vont de pair, si on veut que ça fonctionne bien. Ça peut être des associations de consommateurs, ça peut être des classes actions, au besoin, si nécessaire, comme on le voit dans certains pays. Ça peut être toute une panoplie de réglementations sur de comités d'audit, de comités des rémunérations, de comités des nominations. Ça peut être au quotidien des people review pour ne pas altérer le jugement des hommes qui sont souvent faussés. C'est ce que tu disais à travers la citation de Kant. Donc ça peut être un certain nombre d'outils qui permettent finalement de contrebalancer les risques dans lesquels nous tombons tous, plus ou moins, d'abus de pouvoir. Donc, pour répondre très, très simplement à ta question, oui, le pouvoir conduit à l'abus de pouvoir, mais on peut s'en préserver en ayant une organisation saine autour de nous. Merci Philippe. Alors Didier, j'avais envie d'avoir ton sentiment ou les sources d'inspiration concernant les figures actuelles ou passées de l'histoire quant à leur rapport à l'influence et au pouvoir. Lesquelles t'inspirent et pour quelles raisons?
Les sources d'inspiration, c'est essentiellement celles qui ont des messages portés autour du cœur, autour de l'entraînement collectif, la capacité à espérer, entre guillemets, un monde meilleur, que ce soit dans les sociétés civiles ou que ce soit dans le monde de l'entreprise. Parce que pour rebondir sur les propos du pouvoir qui aboutit à l'abus de pouvoir, on se rend trop compte dans les entreprises que le pouvoir est souvent plutôt une tartufferie. C'est-à-dire qu'on est dans un jeu de rôle avant d'être soi. Et la question du pouvoir, au-delà de l'exemplarité, c'est celle de l'authenticité. C'est-à-dire comment rester soi quand on a du pouvoir. Comment partager ce que l'on est, comment se donner en tant qu'humain aux autres quand on a du pouvoir. Quand tout vous invite à jouer un jeu de rôle qui vous éloigne de ce que vous êtes réellement. Moi, je suis sidéré dans ma carrière et de plus en plus attristé, humainement parlant, de rencontrer des leaders, des managers qui se comportent, mais radicalement différemment de ce qu'ils sont dans la vraie vie. Dans la vraie vie, on peut estimer que ce sont des gens de valeur qui transmettent des notions de respect, etc. Et qui sont, dès lors qu'ils ont leur costume avec leur galon, dans une posture de bête à sang-froid, où la considération et le respect de l'autre, eh bien, quelque part, passent au second plan, alors sous le X pression. Donc le rapport au pouvoir est une question d'authenticité. Et donc on peut puiser réellement de l'inspiration. Alors évidemment des grands hommes, et là je vais citer tous ceux auxquels vous avez à l'esprit, pas moi, les Gandhi, les Luther King, les Mandela, etc., qui ont changé le monde. Ils ont changé le monde, pourquoi ? Parce qu'ils se sont donnés au monde. Et donc à partir de là, ce don de soi doit faire réfléchir quand on parle de la notion de pouvoir. Qu'est-ce qui illustre le plus la notion de pouvoir aujourd'hui en entreprise ? C'est le symbole pyramidal. Encore aujourd'hui, même si on parle d'entreprises aplaties, d'entreprises libérées, tous ces concepts qui ont été nourris par la crise depuis 2008. Mais il n'en est pas moins vrai que le symbole, c'est ça. Bon. Depuis la nuit des temps, ce symbole est symbole du masculin, dominant, entre guillemets. Ces gens-là, ils nous inspirent en nous disant que finalement, le vrai symbole, c'est la pyramide inversée. Si j'ai le don de soi, si j'ai le talent, c'est pour pousser les autres à se révéler, pour pousser les autres à aller encore plus loin. Donc ces gens-là ouvrent la voie. Dans le monde de l'entreprise, on en a eu, parmi nos nominés au cercle du leadership. Quand on voit un Jean-Dominique Sénard, qui d'ailleurs, avec Nicole Notat, a planché sur le rapport Sénard-Notat sur la raison d'être, ceux-là, ils apportent une vraie pierre à l'édifice pour, quelque part, transformer la notion de pouvoir. On ne peut plus être dans une logique autocrate du pouvoir. Et j'ai aussi en tête un Antoine Riboud qui, moi, m'a beaucoup marqué avec son double projet économique et social, un Ginesté, dont on a déjà parlé ici, parce que c'est des gens qui ont tous compris que quand tu as le pouvoir, s'il est égocentré, s'il est dans ton tout petit cœur qui, au fur et à mesure que tu prends du pouvoir, s'atrophie, et bien finalement, tu auras beau avoir tous les signes extérieurs, tu seras un petit homme. Et donc toutes les sources d'inspiration visent plutôt à grandir l'âme que le pouvoir. Merci Didier, c'est très fort ce que tu viens de dire. Alors Eric, donc tu as bossé chez Carlson, tu as bossé chez Carglass, Europcar, Fréquin, sur One Group maintenant, donc tu as évidemment un parcours professionnel riche, varié et very successful. Comment as-tu décelé les abus de pouvoir à travers ces différentes structures ? Quelles en ont été, selon toi, les caractéristiques et les motivations ? Je ne suis pas certain que j'ai toujours décelé les abus de pouvoir, donc j'ai forcément été l'artisan, parce que j'ai forcément dans ma carrière exercé des abus de pouvoir. Ce qui est intéressant, c'est ça, c'est justement est-ce qu'on s'en rend compte a posteriori. Donc ça pose le sujet de la conscience de ce que l'on fait, qui retouche un peu au sujet de fond, donc je ne vais pas revenir sur ce qu'a dit Didier. Je pense que dans un premier temps, il faut quand même distinguer abus et excès de pouvoir. Ces deux choses. On peut faire beaucoup d'excès de pouvoir parce qu'il faut rappeler l'objet d'un dirigeant. Un dirigeant
Il est là pour réaliser une mission qu'il accepte. S'il est mandataire social, au moins c'est encore plus carré. On reporte à un conseil, la mission est claire, il n'y a pas d'affect, il n'y a pas de rapport à un patron. On a un job, on a une mission, on l'exerce. C'est mon cas aujourd'hui. Et donc, c'est quand même ça la première chose qui fait que j'accepte le contrat que l'on m'a donné et qui justifie la rémunération que l'on me donne. Ça, c'est la matière. C'est le sujet, c'est pas discutable. Et donc ensuite, le pouvoir est forcément une des armes, un des leviers que j'utilise. L'homme par nature, je pense, ayant une inclination à être extrêmement mauvais, il faut forcément être vigilant. Et c'est pour ça que je fais quand même le distinguo entre l'abus et l'excès. La réponse, elle a été dite par Philippe tout à l'heure. Comment on fait en sorte à la fois d'identifier les abus de pouvoir, c'est déjà en les réduisant à maxima, donc en mettant en place à la fois un dispositif, en étant entouré. Alors, je ne sais pas si on est bien entouré de clones, de pas de clones, des gens qui ont de la personnalité, donc qui la ramènent. Personnellement, c'est ce que j'essaie de faire, ce que je dis à mes équipes, quel que soit le niveau. Il y en a un là-bas, 2 qui sont dans le COMEX, ils ne diront pas le contraire. Je leur dis, mais si vous n'ouvrez pas votre gueule, il y a un problème, en fait. Donc après, la question, c'est est-ce qu'ils croient ce que je dis? Et est-ce qu'ils se disent, si je l'ouvre, je vais l'apprendre? Je ne crois pas, mais c'est à eux qu'il faut poser la question. C'est la limite du raisonnement. Et puis ensuite, t'en parlais, il y a des conseils d'administration, il y a des organismes, il y a de l'audit. Truc tout bête, il n'y avait pas de comité d'audit dans la boîte dans laquelle je suis. Je mets en place un comité d'audit. Parce que c'est le meilleur contre-pouvoir qui existe et qui n'est pas lié à l'affect, qui est lié à la raison. Et je pense que je terminerai par là. La meilleure façon d'éviter que ça se passe, c'est que la raison prenne un peu le pas sur l'émotion, sur ces sujets. Alors, on va rester dans des questions personnelles, Philippe, si tu veux bien. Je te connais un petit peu, donc c'est pour ça que j'ai choisi cette question tout particulièrement pour toi. Est-ce que tu estimes dans ta carrière professionnelle avoir été dans l'influence douce ou dure? Qu'est-ce que tu privilégies? Et est-ce que tu as adapté ton style d'influence en fonction de tes équipes? À votre avis? Non, je crois avoir clairement un leadership effectivement plutôt doux que dur. Mais ta question me ramène à un épisode de ma vie où ça a été un échec total de le jouer ainsi. Je venais de prendre la direction des ressources humaines d'une grande banque, que je ne nommerai pas, et je succédais à un DRH emblématique qui était là depuis 17 ans et qui avait mené sa DRH vraiment d'une poigne de main de fer dans un management plutôt dur. Et moi, j'ai fait le coup à mes équipes en disant, vous allez voir, management nouveau, moderne, je vais vous donner la parole, c'est vous qui allez prendre des initiatives, prendre des responsabilités, je compte sur vous, moi je suis juste là en soutien et pas en contrôle. Et j'étais très fier de moi, j'avais 40 ans à l'époque, donc j'étais un peu jeunot quand même encore, et j'étais très fier de moi et de ma prestation, sauf que ça n'a pas du tout marché. Parce que tout simplement les équipes n'étaient pas habituées à ça. Et elles étaient tellement peu habituées à ça qu'elles n'osaient même pas me dire que je faisais fausse route. Donc il m'a fallu quand même quelques mois, et puis quelques personnes autour de moi quand même un peu plus avisées pour me mettre en garde qu'on allait dans le mur, parce que les personnes n'étaient pas capables de prendre les initiatives que j'attendais d'elles, et elles n'étaient pas non plus capables de me dire qu'elles n'étaient pas capables de le faire. Donc vous voyez, c'était... Et donc, il fallait être assez vigilant pour s'apercevoir qu'on allait... il n'y avait plus de contrôle, puisque je ne misais plus mon management sur le contrôle, et il n'y avait pas non plus d'initiative. Donc, on allait droit à l'échec. Donc, c'est tout ça pour vous dire qu'on peut avoir de bonne foi un style prédominant de leadership ou de management, penser qu'il est légitime, qu'il est moderne, qu'il est adapté à sa personnalité et qu'on est capable de l'exercer, mais si les équipes autour de nous ne sont pas capables de répondre à cette demande ou à cette sollicitation managériale que vous leur adressez, vous allez à l'échec. Donc, il m'a fallu un peu de temps. Je me suis entouré d'un coach, d'ailleurs, à l'époque, je me souviens, qui n'est pas un coach qui m'a coaché à titre personnel, il y a des coachs dans la salle, je pense, mais qui était un coach qui posait une sorte de diagnostic d'ensemble sur une équipe, et qui était capable de dire, attention, cette équipe,
elle est dans telle configuration, elle a besoin de récompense, elle a besoin un peu de coercition, elle a besoin d'autorité. Donc le coach était capable de vous donner une appréciation assez solide de l'état, de l'environnement dans lequel vous étiez. Et je pense que l'art du management, c'est ça la leçon que j'en ai tirée, l'art du management, c'est finalement d'être capable de lire son environnement avant d'imposer, même si on le fait de bonne foi, encore une fois, que d'imposer son propre style. Alors une dernière question pour toi Didier, concernant justement ce virage entre influence et manipulation. Comment expliques-tu, on l'a vu avec les différents best-sellers sur comment manipuler son entourage ou comment être dans l'influence manipulatrice, comment expliques-tu le fait justement que ce concept d'influence dérange quelque part ou est tabou ou met mal à l'aise dès lors qu'il y ait cette notion de manipulation? Et comment le gères-tu? Quelle est ta vision là-dessus? De toute façon, dans l'esprit d'une majorité d'êtres humains en entreprise, moi j'animais jusqu'à l'année dernière avec mes équipes en moyenne 150, 200 tables rondes dans tous les secteurs d'activité. Et moi je constate depuis maintenant 15-20 ans que dès qu'il y a influence ou pouvoir, dans l'esprit du commun des mortels, c'est assimilé à de la manipulation. C'est un peu caricatural, bien évidemment, hein. Il y a plein d'entreprises, ça ne se passe pas comme ça, mais c'est vraiment ce que j'entends, ce que je vois, etc. Et on se rend compte que derrière cette notion d'influence / manipulation, les gens, et notamment les nouvelles générations, les très jeunes, hein, les fameux Z, ils ne veulent pas être dans cette mascarade-là. Et donc, quelque part, ils se méfient réellement de cette notion d'influence, parce que qui dit influence, dit jeu d'influence, dit jeu de pouvoir, et au final, et moi, qu'est-ce que je deviens? Et donc, cette notion d'influence nuit à la notion à laquelle tout le monde aspire, à la fois de solidarité, de transmission. La notion de solidarité est un vieux mot, mais c'est un mot essentiel dans l'organisation. Or, quand on regarde, je ne vais pas faire le procès des organisations matricielles, mais quand on regarde les organisations classiques, tout est fait, alors que nous vivons dans un monde de plus en plus fluide, tout est fait pour cloisonner. Et quand on regarde les centres d'intérêt des comités de direction, bien sûr que l'humain est abordé, mais il est rarement, alors je vais peut-être en choquer dans la salle, je m'excuse, mais je le vois rarement comme un sujet prioritaire. C'est un sujet RH, mais c'est rarement un sujet de leadership et de gouvernance. Et donc, derrière, comme en cascade, le modèle de management, qui est un peu la colonne vertébrale, s'applique finalement sur l'exemple de la tête, entre guillemets, eh bien, on rentre vite dans des jeux d'influence. Et même dans des entreprises qui ont des fortes cultures, quand on ose réellement ouvrir le cœur des gens, c'est-à-dire qu'ils s'expriment avec vraiment, sans aucune crainte, eh bien, qu'est-ce qu'ils vous disent? Il y en a ras-le-bol de ces jeux d'influence. Je ne veux pas tomber là-dedans. Je veux être moi-même. Et donc, tout l'enjeu, là, donc, je pense, dans les années à venir, et notamment avec les jeunes générations, c'est de leur permettre, leur donner envie, de croire qu'elles peuvent être elles-mêmes en faisant bouger les systèmes. Parce que je crois que ces jeunes qui arrivent en ayant inventé un monde dans lequel les plus de 40 ans, quelque part, n'ont pas vraiment contribué, eh bien, elles, quoi qu'il en soit, elles ne feront pas machine arrière. Et donc, il faut en tenir compte. Et donc, cette notion d'influence, je pense que c'est un enjeu très important s'il est mis au service de la solidarité et de la transmission. S'il est mis qu'au service du pouvoir, je crains que ça soit assez stérile. Oui. Juste pour ajouter un truc, c'est assez marrant. Nous sommes tous les trois très jeunes, hein, forcément. Ça se voit. Ça se voit. Et je pense que ce qui manque, en fait, dans notre tour de table, aujourd'hui, on le fera, je crois, une prochaine conférence, c'est d'avoir les mêmes, mais les patrons de start-up. Non pas qu'ils aient raison, moi j'en fréquente 15 par jour, non pas qu'ils aient raison, mais ils représentent quelque chose. Et quand on discute avec eux, ils ont eux-mêmes, quand la start-up commence à avoir 4, 5, 6 personnes, ils ont des problématiques de pouvoir. Puisque les clés de fonctionnement initial qui étaient on est une bande de jeunes, on a un projet, c'est sympa, à partir du moment où on rentre des logiques d'organisation et d'efficacité,
avec des actionnaires qui ont mis beaucoup de ronds et qui attendent un retour, eh bien, ces jeunes dirigeants ont une problématique de pouvoir. Et je trouve que c'est drôlement intéressant de discuter avec eux, parce qu'ils se posent des questions assez géniales, qu'on sait tous poser, mais dans le cadre que tu dis, ils trouvent des réponses. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui devra compléter ce que l'on dit. Complètement. Voilà, qui est un peu old school sur certains aspects. Merci messieurs, on peut enchaîner sur les questions.